Philippe va accueillir Madame la Ministre. Par un petit mot. Oui, bonjour Madame la Ministre. Nous vous accueillons au nom des URPS, au nom de la CNURPS, très honorés de votre présence à La Baule pour cette 13e édition. Nous vous donnons la parole, bien évidemment, pour votre présentation. Et à la suite de cette présentation, il y aura des questions de la salle qui sont d'ores et déjà calées, puisque une question sera faite, je le dis pour l'assistance, une question sera faite par chaque syndicat représentatif ici présent, de manière à ce qu'il y ait une bonne cohérence et pas d'improvisation. Madame la Ministre, merci d'être venue. Bien, Monsieur le Président de la Conférence nationale des URPS des médecins libéraux, Monsieur Philippe Boutin, Mesdames et Messieurs les présidents des URPS, Madame la Directrice générale de l'offre de soins, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d'ARS, j'ai oublié Mesdames et Messieurs les députés, je suis confuse, chers confrères. D'abord, c'est un très grand plaisir pour moi d'avoir été invitée à clôturer vos rencontres. C'est l'occasion pour moi de pouvoir parler aux médecins libéraux directement, de vous parler de mes priorités et de vous parler de ma façon de travailler avec vous, car je souhaite réellement renouer un pacte de confiance avec les médecins. Vous avez choisi comme thème cette année la médecine libérale au sein du nouveau système de santé. Vous avez abordé des sujets majeurs pour l'avenir de notre système de santé. Je cite évidemment les questions de financement, et je sais que vous l'avez évoqué hier avec Nicolas Revel. Vous avez parlé de nouvelles technologies, j'en dirai un mot, de la formation, de l'exercice en établissement. Tout cela au service de la population, et ça, j'en suis réellement persuadée. Tous ces sujets font partie, je dirais, sont au service de la stratégie nationale de santé dans laquelle vous allez avoir un rôle fondamental à jouer. Cette stratégie nationale de santé, nous devons la rédiger par la loi. Je la rendrai publique très prochainement, mais je vais déjà évoquer quelques pistes avec vous. Donc, vous me donnez aujourd'hui l'occasion de partager cette vision de ce que nous pouvons accomplir ensemble et avec la volonté, je le sais, de préserver et de faire évoluer notre bien commun, un système de santé exceptionnel auquel nous sommes tous attachés. Pour autant, nous avons de nombreux défis à relever, vous les connaissez, je ne reviens pas dessus, les transitions épidémiologiques avec une population vieillissante, polypathologique, une transition démographique, de la démographie médicale notamment, et puis surtout une transition sociétale, une société qui a changé, qui s'implique différemment, qui a des attentes nouvelles. Nous les connaissons tous, ces défis, et vous les vivez au quotidien. Alors comment ça se traduit dans la pratique et dans le ressenti? Premièrement, les Français expriment une réelle difficulté d'accès aux soins. Alors ça peut être bizarre, on se sent présent, on se sent à l'écoute. Pour autant, certains de nos concitoyens disent qu'ils ont du mal à avoir accès à un médecin traitant ou à avoir accès à un avis spécialisé ou encore de bénéficier de soins innovants, ou en tous les cas, ils le pensent. Et ces difficultés sont exacerbées dans certains territoires qu'on appelle les déserts médicaux, et je pense qu'on les appelle à tort déserts médicaux dans la majorité des cas. On en discutera lorsque je présenterai mon plan de lutte, ou plutôt mon plan d'accès aux soins. La deuxième chose, c'est que les prises en charge sont de plus en plus complexes. Nous le savons, elles nécessitent des organisations, des plateaux techniques. Nos patients sont très âgés, de plus en plus nombreux âgés, de plus en plus fragiles, polypathologiques, on a dit. Vous savez qu'à 75 ans, les gens ont en moyenne 2 à 3 ALD, avec des médicaments à faire coexister dans des prescriptions complexes, avec des suivis qui peuvent répondre à différentes temporalités. Ça prend beaucoup de temps médical. Enfin, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez un verre d'eau. Excusez-moi. Enfin, ce qu'on note également, c'est des médecins et des professionnels de santé, de tout métier, qui de temps en temps s'interrogent sur la pérennité du système, ou alors ont des doutes sur la vocation, leur vocation. Ils ont la sensation d'être beaucoup pris par un travail administratif,
des charges de plus en plus complexes ou des patients qui ont des attentes difficiles à satisfaire. Et puis parfois, des demandes, parfois, vous allez me dire souvent, je suis certaine, des demandes des autorités qui paraissent en décalage par rapport au vécu et au quotidien des médecins. Nous avons tous le sentiment que si nous ne faisons rien, ces signaux vont s'amplifier dans les années à venir, et notamment parce que la démographie médicale des 5 à 10 ans qui viennent va être fortement mise en tension. Pour autant, moi je pense que plus les systèmes sont contraints, plus nous avons collectivement des opportunités d'amélioration. Et je pense que nous sommes plus créatifs en période de grandes contraintes. Alors, quelles sont ces opportunités ? Quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, alors je suis heureuse de cette table ronde sur le Rhum, on voit bien que certaines réformes ont pu être menées dans certains pays et qu'il y a des initiatives innovantes partout dont on peut s'inspirer. Nous savons également que la façon dont nous sommes capables maintenant de mobiliser des chiffres, alors vous parlez des chiffres d'Eurostat tout à l'heure qui étaient passionnants, eh bien ces chiffres nous éclairent. Nous devons mobiliser les statistiques, la connaissance des enjeux et du système, et de les mobiliser également pour mieux connaître nos territoires et leur diversité, pour ne pas dire leurs inégalités. Nous savons aussi que vous avez des propositions, que vous portez des initiatives et que vous menez beaucoup d'actions locales qui font évoluer le système. Il faut qu'on vous accompagne et qu'on regarde ce qui est fait sur le terrain et ce qui est réellement utile. Je crois enfin très sincèrement qu'il y a une envie de partager cette responsabilité de la part du monde médical et cette réelle volonté de préserver ce système dont nous sommes collectivement fiers. Et quand on voyage à l'étranger, on sait à quel point ce système est précieux. Alors, préserver ce système, vous l'avez compris, ça ne veut pas dire préserver un statu quo, ça veut bien dire continuer à garantir un très haut niveau d'exigence et de résultats en termes de qualité pour nos patients, en termes de sécurité, en termes de pertinence, mais également garantir une soutenabilité. Mais je ne vais pas vous parler d'argent. Vous allez voir, ça n'est pas mon but. Je préfère parler de pertinence des soins que de parler d'argent. Cela étant dit, il faut que ce système soit soutenable pour que nos enfants en profitent. Et puis surtout, je pense que nous portons collectivement, à travers ce système de santé, nous portons un système de valeurs très particulier, qui est particulier à notre pays. Et là encore, quand on voyage, quand on échange, dans les pays européens, même dans des pays proches de nous, ces valeurs ne sont pas partagées partout. Alors, comment traduire ça? Comment traduire cette évolution dans l'action? C'est ce que je vais faire à travers la stratégie nationale de santé. Ça ne sera pas une stratégie nationale de santé complexe. Je veux qu'elle soit simple, je veux qu'elle soit lisible pour la population. Je veux y mettre des priorités, ce qui ne veut pas dire que j'abandonne le reste, mais je ne veux pas une liste à la Prévert de tous les sujets sur lesquels nous devons nous investir. Nous savons sur quoi nous devons nous investir. Beaucoup de choses sont faites. Je souhaite utiliser 3 axes qui sont d'abord relancer une vraie politique de prévention dans notre pays. Cela fait 30 ans, 40 ans que l'on parle du virage de la prévention. Nous ne le faisons pas. Et pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que c'est complexe, parce que c'est forcément interministériel, parce que la prévention ne dépend pas que des médecins. Pour autant, nous avons un rôle à jouer, et notamment de mobilisation, et notamment de montrer l'exemple. Donc le renforcement de la prévention, c'est ma priorité absolue. Alors ça peut vous paraître loin de votre pratique. Pour autant, cette épidémie de maladies chroniques, cette lourdeur de prise en charge de nos patients, la perte d'autonomie, beaucoup de choses sont liées à un déficit de prévention, à un déficit de connaissance des enjeux de prévention par la population. Or, vous êtes les mieux placés pour passer les messages de prévention aux patients. Vous avez une cote de confiance de la population qui vous permet d'être les meilleurs ambassadeurs de ces enjeux. Vous le savez, c'est une priorité du président de la République, il l'avait mis dans son programme. C'est une priorité du gouvernement. J'ai présenté ces enjeux en Conseil des ministres mercredi, et l'ensemble du gouvernement va se mobiliser, que ce soit le ministère du Travail, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Mais
Rien ne peut se faire sans que les médecins soient les premiers ambassadeurs, parce que vous connaissez les enjeux. C'est vous qui savez sur le terrain les dégâts de ce déficit. Quels vont être les axes? Je les ai présentés en Conseil des ministres. Je souhaite qu'on réinvestisse la question de la santé mentale. C'est un problème majeur dans notre pays. Ça a toujours été le parent pauvre de notre système de santé. Ça a été mis à l'écart. Or, tous les médecins sont confrontés à des problèmes de santé mentale. Les urgences aujourd'hui sont totalement débordées par des patients psychiatriques ou des patients en détresse, pas forcément psychiatriques, mais avec des enjeux de dépression, des enjeux de perte de repères. Et je pense qu'il faut inverser ce champ, notamment en pédopsychiatrie, où les demandes sont énormes et où il n'y a quasiment plus de médecins capables de prendre en charge nos enfants. Enfin, vous le savez, deuxième axe, je souhaite m'investir dans les maladies infectieuses évitables. Alors, vous me dites, on parlera des vaccins, peut-être y aura-t-il des questions tout à l'heure. Mais ça n'est pas tolérable aujourd'hui que ce pays voit réémerger des épidémies de rougeole ou que des enfants meurent de méningite. Alors, je ne suis pas une staccanoviste de l'obligation. On n'a pas le choix, je vous l'expliquerai. J'ai besoin de vous pour convaincre et expliquer. Et nous vous donnerons les outils pour convaincre et expliquer. Je souhaite améliorer la prévention de la perte d'autonomie. Ça va passer par les prothèses auditives, les prothèses... On sait que tout ça participe à la dégradation de la qualité de vie de nos aînés et à l'isolement et à la perte d'autonomie. Je souhaite lutter contre les conduites addictives, le tabac, l'alcool, les psychoactifs. Vous l'avez peut-être vu, j'ai pris une ordonnance très rapidement, un arrêté très rapidement pour interdire la vente libre des médicaments ayant des dérivés opioïdes. Quand j'ai appris que beaucoup d'enfants aujourd'hui les utilisaient de façon démesurée dans les soirées parce que c'est en vente libre dans les pharmacies, ça ne l'est plus. Je sais que ça complique votre exercice, mais c'était un enjeu de santé publique. 2 adolescents sont morts cette année, ça m'était insupportable. Améliorer les dépistages, les diagnostics précoces, c'est aussi un enjeu de qualité de vie et de survie pour les cancers notamment. Promouvoir un environnement de travail, un environnement aussi sain. Nous y travaillons avec Nicolas Hulot notamment. Promouvoir enfin une alimentation saine et l'activité physique. Je ne parle pas du sport, je parle de l'activité physique. Et là, je pense que les médecins ont un rôle à jouer. Beaucoup d'entre nous ne savent pas prescrire une alimentation saine, parce qu'en fait, c'est assez complexe. Et qu'est-ce qu'une activité physique adaptée? Donc, là encore, nous devons travailler collectivement à élaborer les outils qu'il vous faudra pour intervenir dans ce champ auprès de votre patientèle dans un enjeu de prévention, notamment de l'obésité et du diabète. Je considère que votre rôle est totalement primordial dans cette action. Alors, comment rémunérer tout ça? Dans le cadre d'accords conventionnels, nous poursuivrons évidemment le travail que vous faites avec l'assurance maladie pour développer des dispositifs qui permettent de renforcer votre implication autour de rémunérations incitatives, que ce soit sur des objectifs de santé publique, mais ça peut être d'autres méthodes incitatives. Je souhaite qu'on y travaille collectivement. Comment on rémunère et on identifie ce temps médical dédié à la prévention? Est-ce qu'il faut des consultations dédiées? Pour quelle population? Je souhaite y travailler avec vous. Il peut y avoir des consultations dédiées à l'adolescence pour certaines préventions, pour l'éducation sur les maladies sexuellement transmissibles, par exemple. On peut tout imaginer, mais je pense qu'il est nécessaire que l'on reconnaisse le temps de cette éducation à la santé. Pour cela, il faut que la priorité ne soit plus la revalorisation de l'acte. Je crois que Nicolas Revel l'a dit hier. Il faut faire évoluer les modes de rémunération en y introduisant certaines notions autour de la qualité, de la prévention, de la pertinence des soins. Certains dispositifs favorisant également l'accompagnement des maladies chroniques, les actions de vaccination. Je souhaite d'ailleurs qu'on ait une discussion avec vous sur la vaccination des professionnels de santé, des médecins en particulier, autour des dépistages, des cancers, mais pas que, des maladies chroniques, du diabète, de certains facteurs de risque. Et je souhaite qu'on porte une attention tout à fait particulière pour les publics précaires, pour les enfants
pour les jeunes. Parce que nous savons qu'un investissement dans la prévention, plus il est fait tôt, plus il est efficace et efficient. Il faut que l'ensemble des professionnels de santé soient mobilisés, pas que les médecins évidemment, mais les médecins, du fait de votre crédit, de votre parole, du poids de cette parole au sein de la société, il faut que vous soyez les premiers ambassadeurs de ces enjeux. En complément de ces leviers conventionnels, évidemment, je l'ai dit, nous travaillerons ensemble à des outils, parce que vous ne pouvez pas y arriver sans avoir les documents d'information qui vont avec, afin que ça puisse vraiment être intégré dans la pratique quotidienne. Ça peut être des outils informatiques, ça peut être des outils d'information aux patients. Ce qu'il faut, c'est que ça vous soit facilité, car la prévention, c'est énormément de temps médical. Deuxième principe sur lequel je dois insister, je souhaite que nous arrêtions d'avoir un système en silo, afin que notre système soit mieux organisé au niveau du territoire et bien centré sur les besoins et les vécus des patients. Parfois, nous avons l'impression de faire bien, et pour autant, à l'arrivée, les patients ont un sentiment de fracture entre des prises en charge, une non-fluidité ou surtout une non-lisibilité du système de soins. C'est la raison pour laquelle le deuxième axe de la stratégie nationale de santé portera sur la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à une offre de qualité. Alors, je suis heureuse d'entendre que c'était une de vos priorités dans la discussion antérieure. Il s'agit de changer concrètement la façon dont nous délivrons les soins. La logique de parcours coordonné, l'exercice en équipe, le renforcement des liens entre les différents acteurs est totalement nécessaire. Comme c'est un peu bateau et que vous l'avez entendu 10 fois, je ne vais pas m'y attarder. Mais cette transversalité, je sais qu'elle est enclenchée, elle doit maintenant s'amplifier sur tous les territoires, et cela repose sur une évolution des cultures professionnelles. Et je dis des cultures parce que c'est des cultures non seulement des professionnels de santé, mais aussi des cultures du public. Parce que le public, parfois, se dit « mais je veux voir un médecin, je ne veux pas voir une infirmière ». Et il faut expliquer que dans certains cas, et on l'a entendu dans l'exemple milanais tout à l'heure, un accès aux soins aux urgences par une infirmière peut tout à fait suffire. Donc il faut porter cette culture du collectif. Chacun a sa place. Il faut qu'on maintienne à domicile le plus longtemps possible les patients. Je sais que les médecins de ville y œuvrent énormément. Là aussi, c'est énormément de temps. Il faut simplifier les parcours, nous l'avons dit. Et quand j'étais à la Haute Autorité de Santé, je souhaitais qu'on s'intéresse à des indicateurs de parcours afin de ne pas regarder uniquement la qualité de la prise en charge individuelle, la qualité de l'acte, mais bien de la qualité d'un parcours coordonné. Comment on l'évalue? Parce que c'est ça qu'attendent en fait nos concitoyens. Est-ce qu'à l'arrivée, ils sont bien soignés? Parce que si on fait le meilleur acte du monde, mais que derrière, le pharmacien, le kinésithérapeute ne suit pas, à l'arrivée, le résultat n'est pas au rendez-vous. Tout cela peut être facilité évidemment par les innovations technologiques, en particulier digitales, qui permettent de mieux partager les informations. Ça a été longuement dit dans la table ronde. Mais cela repose aussi en premier lieu pour moi par un renforcement et une modernisation des soins primaires, des soins de premier recours, des soins de proximité, qui doivent jouer leur rôle de recours privilégié, de premier recours privilégié, au plus près des besoins des patients et de façon bien articulée avec le second recours. C'est pour moi vraiment un enjeu stratégique, un point nodal des transformations du système que nous avons à mener. Vous l'avez peut-être entendu, on ne parle plus de réforme en fait. Réforme, ça a un côté anxiogène. Donc on parle d'une transformation en douceur et c'est ça que je veux mener avec vous. Il n'y a pas lieu de faire des lois, il n'y a pas lieu de faire des réformes. Nous devons changer culturellement notre façon de travailler. Enfin, il nous faut innover et utiliser l'innovation pour transformer notre système de santé. Et là encore, nous avons besoin des professionnels. Notre système, il doit s'adapter de plus en plus vite, car il y a une accélération du progrès médical, une évolution exponentielle des connaissances, des technologies, et aussi de nouvelles attentes, que ce soit des professionnels et des usagers. Or, notre système, s'il est globalement robuste en termes de qualité, on le sait, il manque d'agilité, il manque de souplesse pour s'accaparer les innovations et les intégrer
dans le système de soins. Ça nécessite aussi de travailler sur les compétences métiers et sur le mode de gouvernance de l'innovation. Aujourd'hui, ce mode de gouvernance est très fracturé. Les ARS ont à leur main certains budgets pour favoriser des innovations organisationnelles ou favoriser des plateaux techniques. Mais nous n'avons pas de vision globale de comment avance l'innovation dans notre pays et qui peut réellement en bénéficier, comment le déployer. C'est pourtant une formidable opportunité. Ces innovations, on l'a dit, vous venez d'en parler, elles sont évidemment numériques, technologiques, organisationnelles. Il ne faut pas oublier l'innovation organisationnelle, c'est vraiment majeur. Et je pense que ça nous permettra d'améliorer, pour ne pas dire accélérer le virage ambulatoire, pour qu'il soit réellement au rendez-vous. Pour la qualité du suivi des patients chroniques, on le sait, avec la télésurveillance, qui peut être un intérêt majeur, ou surtout pour le partage d'informations, qui est vraiment la clé du succès aujourd'hui, la clé de la pertinence. Nous serons beaucoup plus efficaces si nous avons des outils informatiques partagés. Aujourd'hui, on dit partager entre les acteurs du système de santé. Dans des réunions internationales, j'ai eu l'occasion de voir le système de Taïwan. Et à Taïwan, les patients, donc c'est 20 millions d'habitants, ils ont un outil informatique, un dossier médical partagé au sein de tous les professionnels, mais les patients y ont accès et peuvent le modifier et peuvent faire des remarques. On en est loin, mais je trouve que c'est intéressant comme évolution. Peut-être qu'un jour, le dossier médical pourra être aussi accessible aux patients et modifiable. Mais nous en discuterons, évidemment. Autres exemples. La place du médecin, on en parle beaucoup, on nous explique que les algorithmes vont changer la place des médecins et que nous n'aurons plus besoin de médecins dans 20 ans. Je suis absolument persuadée du contraire. Je pense que ces algorithmes qui vont reposer sur des grandes bases de données et qui vont nous aider au diagnostic, nous aider à évaluer des pronostics, vont être un outil formidable. Nous n'avons pas arrêté d'être médecins quand la radiologie est arrivée. Nous n'avons pas arrêté d'être médecins le jour où la biologie est arrivée. Nous n'allons pas arrêter d'être médecins quand nous aurons des outils informatiques à notre disposition. Je crois que c'est une formidable opportunité. Merci. Il y a aussi l'enjeu des objets connectés. Tout ça nécessite quand même des évaluations. Aujourd'hui, nous pensons tous que c'est une opportunité extraordinaire que d'obtenir ces outils. Pour autant, nous ne savons pas leur valeur ajoutée dans la qualité de la prise en charge. C'est la raison pour laquelle je pense que les médecins que vous êtes vont avoir un rôle vraiment prédominant dans l'évaluation de ces outils technologiques et de ces innovations. Parce que ça n'est pas parce que c'est innovant que c'est forcément utile, voire que ce n'est pas néfaste à la prise en charge. Donc il est très important que nous soyons tous vigilants sur l'intérêt de ces outils qui peuvent être parfois extrêmement attirants pour les médecins comme pour les patients. Alors, au-delà de ces trois orientations prioritaires de la SNS, vous l'avez compris, l'accès aux soins, l'égalité de l'accès aux soins, l'innovation, la prévention, je pense aussi que notre société attend une gouvernance renouvelée des politiques de santé, à la fois plus transversale, plus souple, plus lisible pour nos concitoyens. J'avais porté à la HS une vision de la démocratie sanitaire qui allait bien au-delà de la simple représentativité des citoyens au sein des instances. Je pense que ce temps est dépassé. Je pense qu'il faut s'interroger sur une relation permanente avec les usagers pour leur implication dans l'évaluation de la qualité ou de la sécurité des soins, pour nous faire changer nos pratiques et pour nous améliorer. Et là aussi, je pense que c'est un enjeu de concertation et de discussion entre le médecin, les médecins, le grand public, pour voir comment peut évoluer la place des patients dans notre système. D'autres pays l'ont fait. Le Canada a mis en place ce qu'on appelle la politique du patient partenaire. Je vous l'ai dit, Taïwan, les malades ont accès à leur dossier médical. D'autres pays sont beaucoup plus en avance que nous sur ces pratiques. C'est intéressant, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Je pense qu'il ne faut jamais avoir peur de la transparence et de la vérité. Je pense que c'est un outil et une opportunité d'amélioration, parce que nous serons au rendez-vous. Nous savons nous améliorer. Vous l'avez compris, c'est une entreprise collective là, que nous devons mener, que nous devons engager
avec un bon équilibre entre la défense de l'intérêt général et le respect des singularités. C'est compliqué. C'est compliqué et c'est ça l'enjeu. Il y a une vraie demande aujourd'hui de transformation de notre système et je vous l'ai dit, je souhaite que cette transformation se passe sans rupture, sans à-coups et dans un souci de cohérence globale du système. Toutes ces réflexions, elles auront des implications concrètes pour les professionnels que vous êtes autour du fonctionnement en équipe. Pouvons-nous envisager, par exemple, une responsabilité territoriale ou populationnelle, alors qu'il y a tellement d'attentes sur les territoires et tellement de personnes qui se sentent aujourd'hui exclues de l'accès aux soins? Comment développons-nous des activités de prévention? Comment les finançons-nous? Comment porter une attention accrue à la pertinence des actes, qui est pour moi un enjeu de pérennité de notre système de santé? J'ai vraiment besoin de votre engagement. J'ai besoin de vos réflexions de terrain. Je pense que l'État ne peut pas tout. L'État a besoin d'être alimenté par du concret, par des initiatives. Alors vous me direz, mais quelle est la place des médecins libéraux, puisque vous êtes ici en tant que représentant de la médecine de ville, de la médecine libérale? Je vous l'ai dit, j'ai besoin de vous. Il est hors de question de toucher à la place des médecins libéraux. Je vous l'ai dit, je compte sur vous pour m'aider à modifier ce système en cohérence, à mieux moderniser l'articulation entre soins de premier recours et spécialistes, à mieux travailler en équipe, à mieux positionner les autres professionnels de santé dans notre exercice collectif. Je soutiendrai bien entendu, comme le souhaite le président de la République, et parce que j'y crois, le développement de l'exercice regroupé, mais je sais qu'il n'est pas possible partout ou pas souhaitable partout. C'est un mode d'exercice qui plaît aux jeunes, qui est très adapté à certains territoires, mais pas que. Et donc, nous aurons le doublement des structures d'exercice coordonnées d'ici la fin de la mandature, mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la médecine de demain. Je verrai également, parce que c'est très demandé et que j'y crois également, au développement de l'offre de stage dans le champ ambulatoire. C'est aussi ce qui donne l'envie aux jeunes médecins de s'installer, notamment en zone rurale. J'encouragerai également l'utilisation de toute la palette de compétences de l'ensemble des professions de santé, y compris par le développement de pratiques avancées chez les paramédicaux au sein des équipes de soins. Ça peut être utile dans certains territoires, on en a besoin. Je pense qu'il faut faciliter et libérer la télémédecine afin qu'elle puisse tenir ses promesses. Elle peut rapprocher les médecins entre eux, elle peut permettre évidemment le télésuivi des malades et elle peut contribuer à la fluidité des prises en charge et à l'optimisation du temps de chacun. Concernant le tiers payant, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, une mission EGAS est en cours. Je lui ai demandé d'explorer toutes les pistes et surtout de me faire un état des lieux de la capacité que nous avons à le mettre en place ou pas pour répondre à la loi. L'objectif, c'est qu'il soit généralisable. Alors pourquoi on dit ça? C'est vrai que vous avez parfois l'impression qu'on laisse persister une sorte de flou artistique. Nous devons répondre à deux contraintes. Il y a réellement sur le territoire des gens qui n'ont pas de recours aux soins pour des raisons financières. Nous le savons, 15% des Français vivent en dessous du seuil de pauvreté et tous ne sont pas à la CMUC. Pour des raisons, alors je vois quelqu'un qui dit non, sur votre territoire peut-être, mais j'ai demandé à l'Ordre des médecins, et je réitérerai ma demande, d'avoir un observatoire, car j'ai sans arrêt des courriers de patients qui me disent qu'ils n'ont pas pu accéder, qu'on leur a refusé l'accès aux soins, et je pense que c'est vrai dans certaines villes. Je ne citerai pas Paris, évidemment. Il y a donc des patients qui n'accèdent pas avec des pertes de chance, des retards au diagnostic. Ça n'est pas évidemment tolérable. Donc il y a cette attente. Et à la fois, il est hors de question pour moi d'alourdir la charge administrative des médecins. Donc je n'irai vers un système que s'il est gagnant-gagnant et que si tout le monde y trouve son compte. On voit que le tiers payant pour la part assurance maladie obligatoire, pour la CMUC, pour l'ACS, pour les ALD,
monte en charge progressivement. Si cette montée en charge est facile et simple, en fait, plutôt si cette pratique du tiers payant est facile et simple, je vois que les médecins y adhèrent, puisque 80% aujourd'hui des médecins pratiquent le tiers payant pour ces populations. Donc, tout cela fera l'objet d'une discussion avec vous lorsque j'aurai ce rapport de l'IGAS, de façon à prendre les décisions qui s'imposent. Je ne souhaite pas être dogmatique sur ce sujet, mais je souhaite répondre à cette double inquiétude des Français et des médecins. Pour revenir aux URPS, je souhaite faciliter votre engagement sur les territoires. Et vous allez être soutenu par vos autorités régionales, vous allez être encouragé par un cadre réglementaire et financier incitatif. Ces initiatives, elles doivent être documentées, elles doivent être évaluées, mais je proposerai une nouvelle impulsion à la recherche organisationnelle sur les soins de ville et un accès des URPS maintenu aux bases de données nationales de façon à ce que ces initiatives puissent voir le jour, puissent être évaluées, reconnues et éventuellement diffusées par les autorités nationales. Je pense que c'est un cadre, ou plutôt d'initiatives dont nous avons besoin pour faire évoluer notre cadre national. C'est en améliorant ainsi globalement l'attractivité de vos métiers, vos capacités d'action, que nous apporterons aussi les réponses au phénomène de désertification médicale. D'où ma volonté de faciliter des organisations innovantes sur les territoires. Je présenterai, vous le savez, d'ici un mois, un plan ad hoc pour la question de l'accès aux soins, de ce qu'on appelle la désertification médicale, même si ça simplifie à outrance le problème. Et vous le savez, j'aurai auprès de moi la volonté du Président de la République et du Premier ministre d'y attacher une importance très particulière. J'ai besoin pour cela des médecins libéraux et des médecins hospitaliers. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous pouvez être confiant dans l'avenir de la médecine libérale. Je suis en faveur d'une responsabilisation des acteurs. C'est le mot-clé du Président de la République et je le soutiens. Je pense qu'il faut faire confiance aux acteurs. L'État est là pour être garant de l'équité sur le territoire et des résultats au rendez-vous. L'État n'est pas là pour plaquer des modèles, n'est pas là pour plaquer des organisations sur des territoires sur lesquels ça n'est pas adapté. Donc, je veux jouer le rôle de l'État stratège, de l'État pilote, mais certainement pas du grand organisateur. C'est d'ailleurs dans cet esprit de responsabilisation que j'aborde avec vous cette question du tiers payant. Comment faisons-nous pour répondre au double enjeu ? Je sais qu'il y a une impatience, je sais que certains sujets vous irritent, que certains doutent de l'avenir de la médecine libérale. Je crois qu'il ne faut absolument pas douter en l'avenir. Évidemment, l'heure n'est pas au double discours. Il nous faut assumer ensemble la responsabilité collective que nous avons vis-à-vis de la santé de la population et des comptes publics. Donc la situation financière, budgétaire, elle est contrainte. Mais il faut quand même se rendre compte que chaque année, nous allouons des ressources plus importantes au système de santé. Certes, un peu en deçà de la tendance naturelle de l'augmentation des dépenses, mais les dépenses de santé augmentent chaque année dans notre pays. Donc, les contraintes existent, mais elles sont limitées. Je pense que les solutions qui vont être apportées, elles vont reposer sur notre intelligence collective, sur notre capacité à inventer des organisations nouvelles, nous l'avons dit, à innover, et à notre capacité à être des acteurs du changement et pas des freins au changement. Alors, la stratégie nationale de santé dont j'ai parlé, qui est en cours de concertation, je pense, servira de cadre à cette réflexion collective. Sa publication est prévue pour décembre 2017. Il y aura un grand plan national de santé publique avec de la recherche en santé publique et j'aurai besoin des acteurs de terrain, des médecins libéraux, pour mener des actions de recherche dans le champ de la prévention, dans le champ de des stratégies de prévention, de l'intervention en santé. Et il faut savoir que le plan national de santé publique, dans sa forme définitive, sera publié en mars ou avril 2018. Donc vous l'avez compris, j'ai impérativement besoin de l'ensemble
des professionnels de santé, de l'ensemble des médecins libéraux, des médecins de terrain, des médecins des territoires. Je sais votre sens des responsabilités, je sais votre amour de ce métier, je sais votre attachement au système de santé, et donc je sais votre engagement auprès des concitoyens et en faveur de cette médecine que nous adorons. Je souhaite que nous réussissions ces transformations ensemble, dans le dialogue, dans la confiance. Je souhaite que les résultats soient perceptibles par vous, par la population, et que nous en soyons fiers. Je vous remercie.